Aujourd'hui, bah, en fait, comme assez régulièrement je le fais sur la chaîne, mais je vais le faire un peu plus souvent, je vais répondre à vos questions, aux questions de mes followers, de mes chouchous. Ok, alors, vous savez quoi, on va rentrer dans le vif du sujet parce que parfois je m'étale un petit peu. Alors, comptes-tu arrêter YouTube? Tes vidéos m'ont tellement apporté. Je n'ai absolument pas envie d'arrêter YouTube. S'il y a un truc que je devais garder, je devrais garder, si je devais tout garder, je garderais vraiment YouTube. D'abord parce que je trouve que c'est un support extrêmement bien fait, c'est institutionnel. La communauté sur YouTube n'est pas la même que parfois sur Facebook ou sur d'autres supports. Instagram, ça se rapproche un petit peu plus de YouTube, mais YouTube, c'est plus institutionnel. C'est un support sur lequel j'aime communiquer et c'est un support sur lequel je me sens extrêmement bien. Et j'adore cette communauté qu'on a créée tous ensemble, donc je vais certainement pas arrêter YouTube, surtout que, vous savez, moi je me renouvelle tout le temps, je fais tout le temps des recherches, donc ça veut dire que ma matière, c'est pas comme si elle était définitive et que je l'avais entièrement donnée, puisque je me renouvelle, puisque aussi les recherches avancent et que je suis tout le temps en connexion avec ces recherches, j'ai fatalement toujours de la matière à transmettre. Et non, j'ai tellement de choses à venir. Je sais pas, j'ai au moins 10 ans de matière. Voilà, au moins. Donc non, je vais pas arrêter YouTube, certainement pas. Et vous savez, une fois j'avais une conversation avec Martin La Tulipe, qui me disait, est-ce que tu te rends compte du patrimoine que tu laisses derrière toi? Et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, notamment pour mes enfants. Je vois par exemple mes parents, ils ont été exceptionnels, mais ils nous ont laissé aucun patrimoine. Et je pense que c'était parce qu'ils n'ont pas toujours fait les bons choix, ou peut-être que c'était pas non plus dans leur vision du monde. Moi, j'ai envie de transmettre beaucoup de choses à mes enfants et à mes petits-enfants, et, euh, et à mes arrière-petits-enfants, et de savoir qu'un jour, ils auront un espace dans lequel ils pourront se connecter et avoir une tonne d'informations. Et voilà, moi je me suis toujours posé la question comment était mon grand-père, comment était mon arrière-grand-père, mais les informations étaient limitées, voire limitantes. Mais avec ce genre de support et d'enregistrement, surtout je me livre plutôt ouvertement, c'est-à-dire que moi je ne mets pas de barrière entre ce que je suis ici, ce que je suis dans la vie. Les personnes qui me rencontrent ailleurs ou qui me connaissent vous diront je suis le même. Mais donc non, je ne vais pas arrêter, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et j'aime bien le bien que je fais grâce à ça. Donc je n'arrêterai pas YouTube. C'est quoi ton film préféré ou ta série préférée? Alors, je sais pas si j'ai beaucoup de films préférés. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Love Actually parce que je suis un grand romantique et que je trouve que ce film a été construit d'une façon tellement bien faite. Et je trouve que ce film nous montre un petit peu ce qu'est l'amour en fait et comment on peut le développer dans notre vie. Donc, si j'avais un film que j'aime beaucoup, d'abord parce que je suis un grand fan de Hugh Grant, j'adore sa prestance et puis son humour et ce qu'il dégage. Et je trouve que tous les acteurs dans ce film sont incroyables. Et que chaque histoire nous montre différents niveaux d'amour, aussi bien l'amour qu'on a vécu dans notre vie quand on est installé dans un couple depuis longtemps, ou quand on démarre, ou l'amour qu'on peut avoir pour son enfant, ou pour un beau-fils. Ben voilà, je trouve ça très très bien. Je trouve que tout le monde devrait voir ce film et en faire son film de référence. Et en termes de séries, j'ai pas beaucoup de séries préférées. J'étais un grand fan de Game of Thrones. Et comme tous les fans, la 8e saison m'a beaucoup profondément déçu. Mais sinon, j'aimais bien Game of Thrones. J'aimais bien l'univers que ça proposait. Voilà. Si vous avez des séries à me proposer, je suis preneur. Et en fait, en ce moment, je suis plutôt dans les tripes de regarder des vieux films que j'ai aimés. Et voilà, mais moi je suis bien film fantastique et tout ça, naturellement. Au-delà de Love Actually, je suis un très 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 grand fan de Star Wars, en tout cas les 3 premiers. Et voilà, c'était mon univers, c'était mon enfance quoi. Allez, autre question. Waouh, celle-là elle est importante. Hein. As-tu déjà été trompé et comment as-tu fait pour surmonter ça? Oui, j'ai été trompé. J'ai été trompé. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Ça m'a brisé le cœur. La vérité, c'est quelque chose que je souhaite à personne parce que émotionnellement c'est fort. Mais je pense que c'est quelque chose que nous sommes à même de tous vivre quelque part dans une vie. Comment j'ai fait pour surmonter ça? J'ai pardonné d'abord. Voilà.
j'ai pardonné. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre quelle avait été ma part dans tout ça. Et ça aussi, c'est important parce que, bien sûr, il y a la réaction émotionnelle qui est très très forte. Et puis, dans des premiers temps, on est en colère, on n'est pas bien. Mais après, on essaie de comprendre ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait pour que l'autre en vienne à faire ce genre de choix. Alors, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, je pense réellement que c'était parce que j'avais pas fait ce qu'il faut, j'étais pas assez présent dans mon couple. Et que voilà, et qu'après, quand t'es pas présent, c'est plus facile de prendre ta place, je pense. Ah, tiens, je vous lis vraiment toute mon intimité. Et puis la deuxième fois, c'est que j'ai fini par comprendre et accepter que la personne ne m'aimait pas à la hauteur de ce que moi j'avais pu l'aimer. Et voilà, et donc je me suis fait à l'idée, ça a été dur, franchement ça a été dur, c'était une grande claque parce que franchement je m'attendais pas à ça et je m'attendais surtout pas dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Mais voilà, je pense réellement que cette personne ne me méritait pas. Et je crois qu'il faut vraiment aussi intégrer cette idée, c'est que si l'autre à un moment donné fait le choix d'aller voir ailleurs, c'est que... Alors il peut y avoir des vrais problèmes dans le couple et que parfois c'est important d'essayer de comprendre et on peut se réparer. Après avoir été trompé, on peut réparer. Ça aussi je veux que vous l'entendiez parce que on vit dans un monde aujourd'hui où la tentation, où le besoin de sexe aussi est tellement présent partout que y en a qui pètent facilement les plombs et que une erreur comme celle-ci peut être aussi à la base de la construction d'un couple très puissant. Vraiment, si on repose les bases et tout ça. Donc d'abord, il faut, au-delà de la violence de la chose et de la perte et de la rupture de confiance qu'il y a, c'est important de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça nous détruit ou est-ce que ça nous grandit? Ok, et on peut en faire quelque chose si les deux parties, naturellement, décident de se poser, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a amené l'un à fauter, et de rétablir des bases solides et intelligentes dans le couple. Et si vous faites ça, il y a de très grandes chances que vous puissiez enrichir votre couple et que ce qui était à la base de peut-être l'une de vos plus grandes douleurs, parce que moi ça m'a fait beaucoup de peine, puisse être aussi à la base de votre plus belle transformation. Comme toujours. Voilà. Je fume depuis 20 ans et impossible d'arrêter. Est-ce que toi tu fumes? Sinon un conseil. Je fume pas. Je n'ai jamais fumé. Et j'ai eu de la chance en fait, parce que pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, au mariage d'un de mes cousins ont décidé de me faire fumer plusieurs cigarettes la première fois. Je devais avoir dans les 11 ans. Et c'était rigolo parce que mon cousin allait se mettre en couple dans un appartement tout neuf. Et quand je suis arrivé dans l'appartement, je lui ai refait l'appartement en vomissant partout. Ça a été un souvenir affreux pour lui, pour moi aussi. Grand moment de honte. Mais j'ai associé cette douleur, ce mal-être, ce truc, tout ça là, à la cigarette. Donc, grâce à Dieu, grâce à mes cousins et à cette erreur, je n'ai jamais fumé. Maintenant, un conseil. Je sais que ce qui fonctionne le mieux pour arrêter de fumer sont tout ce qui va être les choses tournées autour de la pleine conscience. C'est vraiment important. Si tu veux, je te ferai une vidéo là-dessus. Ce qu'on appelle le craving, tu sais, c'est un nom anglais, c'est cette envie irrépressible de faire quelque chose quand on est dans une addiction. Et en fait, les meilleurs résultats autour du craving aujourd'hui, c'est de revenir sur une certaine forme de conscience, de pleine conscience, quand tu fais les choses et quand tu fumes. C'est-à-dire que souvent, comme tout système addictif, nous sommes dans des automatismes, et ces automatismes font qu'en fait, on n'a pas conscience de ce que l'on fait. On n'a pas conscience du goût, de l'odeur, des perceptions, de ce que ça laisse, des traces que ça imprègne dans notre peau, dans notre corps. Et que plus tu vas augmenter ton niveau de conscience quand tu fumes, sur notamment le goût, et je t'invite à garder par exemple la fumée plus longtemps dans ta bouche, à la faire descendre tout doucement dans la gorge, et faire des exercices de pleine conscience quand tu fumes en fait, sont des exercices qui font que tu peux commencer à prendre conscience que non seulement c'est pas très très bon,
d'un point de vue sensitif. Et quand c'est pas très bon d'un point de vue sensitif, on peut se poser la deuxième question. Question qui est très importante. C'est de fumer. Qu'est-ce que ça te permet d'être, de faire, de paraître ou de maintenir? D'être, de faire, de paraître ou de maintenir. Voilà. Et tu vas voir que si tu fais ça, et que tu réponds à ça, tu vas comprendre c'est quoi le besoin derrière. Tu vois, par exemple, quand mon frère jumeau il a décidé d'arrêter de fumer, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit « Mais moi, fumer, ça me permet de respirer. » Au sens propre comme au sens figuré. À l'époque, il travaillait au sein d'un groupe qui s'appelle Bouygues Télécom. Je pense qu'il avait une très grosse pression sur les épaules. Et lui, ça lui permettait, par exemple, d'abord de socialiser. C'était le moment où il était manager intermédiaire dans la société, et c'était le moment où il fumait, qu'il socialisait, qu'il était en contact avec d'autres fumeurs. Donc il me dit, moi, ça m'a permis, par exemple, de connaître tous les acteurs de la boîte, parce que beaucoup d'entre eux étaient des fumeurs. Deuxième chose, ça m'obligeait à faire une pause dans ma journée. Voilà. Et donc, quand tu comprends qu'il y a un besoin de socialiser et de faire une pause, et que tu réponds à ce besoin, et qu'en plus, tu augmentes ton niveau de conscience quand tu fumes, et ben ça va grandement t'aider à avoir la volonté d'arrêter. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà donc les petits conseils que je pourrais te donner. Et surtout, ne lâche pas l'affaire. Et surtout, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a plein qui vont vous dire, non mais moi je connais quelqu'un qui a 75 ans, ou qui a 80, 90 ans, il a fumé toute sa vie, il n'a jamais eu de problème. La cigarette est un vecteur d'accélération du vieillissement des cellules nerveuses phénoménal. D'accord? Donc le tabac, même si ça n'impactait pas suffisamment vos poumons ou vos artères pour avoir un impact négatif, sachez que quoi qu'il arrive, la dégénérescence de vos cellules cérébrales sont largement impactées par la cigarette. Voilà. Donc je dis ça. Ok, question moins personnelle, y aura-t-il Brainologie cette année ou un autre programme? Il y aura Brainologie cette année, chaque année il y a Brainologie, et chaque année c'est un Brainologie point quelque chose, d'accord? Pourquoi? Parce que chaque année je rajoute minimum 1 ou 2 programmes à l'intérieur de Brainologie, et je le renforce tous les ans. Et aujourd'hui vous devez savoir que Brainologie est la formation de développement personnel autour du cerveau et des neurosciences, la plus aboutie et la plus complète au monde. Voilà. C'est-à-dire que dedans, vous avez d'abord plus de 9 mois de formation. Je sais pas, il y a je sais pas combien une centaine, ou peut-être beaucoup plus, 150 vidéos. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une connaissance globale de comment vous fonctionnez dans votre tête. Et on a pris plusieurs thèmes. On a pris les émotions, la relation, l'efficacité, la performance, la santé. Tout ce qui implique l'engagement de votre cerveau. Et donc cette année, il y a une grosse nouveauté. C'est tout un nouveau programme. Il va y avoir 2 programmes nouveaux à l'intérieur. Un premier qui va sortir et qui sera aussi grand public sur l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que les neurosciences ont mis un vrai coup de boost là-dedans en termes de connaissances et de compétences. C'est génial. Et puis un autre sur la neurogénèse. Et là, c'est du très lourd. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que... Alors, si je remonte il y a à peu près encore 20 ans, on vous disait que les cellules cérébrales étaient de temps et que chaque jour, elles ne faisaient que disparaître. Et puis, il y a à peu près 12-13 ans, on a commencé à émettre l'idée qu'on fabriquait 700 nouveaux neurones dans l'hypothalamus chaque jour si on était dans des élans créatifs, si on faisait des nouvelles choses et tout ça. Et puis là, en fait, l'année dernière, je suis tombé sur plein de nouvelles recherches sur comment stimuler la neurogénèse globale. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas simplement que dans l'hypothalamus qu'on pouvait développer de nouveaux neurones, mais dans d'autres parties du cerveau qui aident vraiment à plein d'égards. Et donc ça va être l'objet même du gros apport de cette année dans Brainologie. Voilà. Donc ça va être top. Alors, je m'interroge de plus en plus sur les prédispositions. As-tu toujours voulu être coach ou tu avais un but étant plus jeune? Alors, j'ai pas toujours voulu être coach. Moi, je me suis lancé dans la psychologie parce que j'avais envie de comprendre qui j'étais. Ce que je crois font 99% des psychologues. Voilà. Après, je me suis plus orienté sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau parce que ça me passionnait. Mais c'est un petit peu plus tard qu'en accompagnement
c'est en accompagnant les sportifs de haut niveau que je me suis découvert d'abord cette passion. Et puis ensuite, il y a eu des demandes qui ont été faites, par exemple, des sponsors, qui étaient des entreprises. Et on m'a demandé, tiens, si on pouvait transposer ce que je faisais avec les équipes sportives, si on pouvait les transformer pour les équipes commerciales. Et une équipe, c'est une équipe. Donc on a commencé à faire ça. Et ça a très très bien fonctionné. Et ensuite, après en avoir eu marre de travailler avec les sportifs de haut niveau, je me suis dit peut-être je pouvais commencer à transmettre ce que je savais. Et faire du bien. Et fabriquer une armée de coachs qui vont faire du bien. Voilà. Donc, alors donc, j'avais pas ce but-là en étant plus jeune, mais il s'est révélé à moi. Et tu sais, il y a aussi une chose que je vais te dire, c'est que très souvent, on est en train de mettre en place une espèce de pression mondiale sur laquelle il faut trouver absolument ta vocation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà, je tiens vraiment à le signaler, parce que t'es pas obligé de trouver ta vocation tout de suite. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est que vous favorisiez un maximum d'expériences nouvelles dans votre vie. Ça, par contre, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Un autre film que j'aime bien, alors c'est pas mon film préféré, mais c'est ce film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Où c'est l'histoire d'un mec qui est un peu en train de rater, de loser sa vie, tu vois, et qui va rencontrer un grand gourou qui va lui donner comme idée et paradigme de dire oui à tout, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et en fait, moi je suis un peu comme ça, je suis un yes man en fait. J'essaye de dire oui à tout ce qui peut se présenter d'opportunités de joie et qui vont me permettre de me découvrir moi-même. Donc j'aime bien les expériences nouvelles. J'aime beaucoup ça et j'aime prendre des risques en la matière. Je me mets jamais en danger, mais j'aime prendre des risques. Et je crois que c'est comme ça que tu vas te découvrir qui tu es. Tu vas aussi te découvrir qui tu es en allant dans des voies que tu vas détester. C'est aussi important les échecs que la réussite. Et ce que j'observe, moi, des personnes qui ont réussi, tous n'étaient pas dans leur vocation dès le départ. Ils ont essayé, ils se sont testés, et puis après ils se sont trouvés différemment. Une anecdote, j'avais travaillé avec un monsieur qui s'appelle Danny Briand. Danny Briand, il est connu pour ses chansons. Ok, j'ai perdu la tête, Suzette, ok. Et ben en fait, c'était, faut que vous sachiez que l'histoire de Danny Briand, lui voulait être acteur. Il voulait être comédien. D'ailleurs, quand il a été acteur et comédien, il était bon, le mec. Et c'est intéressant de voir que ce qui s'est passé, c'est que un jour, il était en cours Florent, et c'est Francis Huster qui lui a dit, il leur avait donné comme exercice d'écrire une chanson. Et il a écrit J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Et il lui a dit, mais c'est génial, tu devrais chanter parce qu'en plus, t'as une super voix. Et c'est vrai que Danny Briand, il a une super voix. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quelle est l'une de mes chansons préférées, parce que vous ne l'avez pas posé, mais l'une de mes chansons préférées, c'est l'une des chansons de Danny Briand qu'il fait sur Dieu. Voilà. Dieu, écoute ma prière, donne-moi, je t'en prie, donne-moi. Voilà. Vous faites ça, vous allez voir Danny Briand, Dieu. Je trouve que c'est l'une des plus belles chansons écrites sur Dieu. Voilà, je vous le dis. Voilà. Ok, pas de questions. Je voulais juste te dire merci pour ce que tu nous donnes sur YouTube. Il y a tellement de vidéos. Je n'ai pas le temps de tout regarder. Merci beaucoup pour ça. Ma vidéo préférée est celle sur les hauts potentiels. Bah écoute, merci. C'est bien de ne pas poser de questions et de me faire ce petit retour, j'adore. Et c'est vrai que la vidéo sur les hauts potentiels, vous avez adoré. Mais ça montre aussi, quelque part, l'espèce de gap, de trou béant qu'il y a à essayer de donner des réponses concrètes aux hauts potentiels. Parce que c'est cette nouvelle génération qui a fleuri des hauts potentiels et qui ne se reconnaît plus dans les modes traditionnels d'apprentissage et de développement. Il est grand temps de les reconnaître et de les identifier le plus tôt possible, notamment dans les cursus scolaires, pour qu'on évite de passer à côté de génie. Ce serait bien. Voilà, donc merci pour ce retour. Alors, café ou thé, ni l'un ni l'autre. Alors, je ne suis pas ni un adepte du café, ni un adepte du thé. J'aurais adoré être un grand amateur de thé ou de café, mais pour moi, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Vraiment, je ne ferais jamais flipper avec ça. Sauf peut-être le latte macchiato avec une petite touche de caramel chez Starbucks. Mais vraiment, ça c'est pour le fun, et quoi qu'il arrive, je le termine jamais. Mais en fait, moi, bon, comme vous le savez, je fais le jeûne intermittent, je fais 2 repas par jour. Donc je pourrais prendre du thé ou du café le matin, mais
Je suis pas du tout un adepte de ça, moi je prends juste de l'eau gazeuse, mais pas de thé au café. I'm sorry. Alors, merci pour l'opportunité de te poser une question, par pure curiosité, car je me pose cette question depuis longtemps. Combien tu mesures? Bonne question, je mesure 1m81 pour 90 kg. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Et voilà. Je sais pas du tout pourquoi tu veux savoir ça. Je sais pas si je parais plus grand ou plus petit, mais je fais 1m81. Voilà. Vu qu'on a le droit qu'à une question, attention, ton livre préféré et qui t'a le plus inspiré. Moi, j'ai un livre que j'ai adoré et l'histoire est intéressante aussi. C'est un livre écrit par Neale Donald Walsch qui s'appelle Conversation avec Dieu. J'ai adoré ce bouquin. Et pour la petite anecdote, un jour, je donnais une conférence, il y a ça très très longtemps. Je donnais une conférence à Rouen et sur le coaching, la psychologie positive. Et il y a une femme qui vient me voir et qui me dit c'est génial la conférence, j'ai adoré. Ça ressemble à ce que dit Neale Donald Walsch dans Conversation avec Dieu. Est-ce que vous avez lu ce livre? Je dis non. Elle me dit mais Conversation avec Dieu, du coup, c'est pas mais vraiment c'est pas trop ma came ces trucs-là. Je vais à Nantes 2 jours plus tard et il y a un monsieur cette fois qui me dit vous avez lu le livre Conversation avec Dieu? J'ai écouté, vous êtes le 2e cette semaine. Et la semaine d'après, je donnais une série d'interventions à Annecy pour le campus universitaire, là-bas sur le campus universitaire. Et on était fin juin, début juillet. Et ce que j'adorais le faire le soir, c'est que je terminais les cours vers 17h. Et j'allais me mettre une petite tête dans le lac. Et je me passais un petit bon moment là-bas. Et ce soir-là, j'avais plus de bouquins. Donc je suis allé à la Fnac. Et là, je pousse une file de bouquins. Et le bouquin qui tombe, c'était Conversation avec Dieu. Je dis, bon, allez, 1 fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois c'est un signe, je le prends. Et je me suis baigné. Et ensuite, j'ai lu ce bouquin. Je ne l'ai pas lâché jusqu'à 1h du matin. Et j'ai adoré ce bouquin, Conversation avec Dieu. Voilà. Ça, c'est un bouquin que je trouve génial pour 2 raisons. C'est que, notamment à l'heure d'aujourd'hui, il te donne une vision de la spiritualité détachée de l'attachement religieux. Et ça, c'est important. Et c'est ce livre qui m'a démontré qu'on peut avoir la foi sans être dans une orientation religieuse, et que la foi est une expérience et que la religion est un système. Alors, il y a des bons systèmes. Logiquement, une religion, elle est bonne quand elle t'amène à organiser, à structurer. C'est un système, c'est fait pour structurer. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé ce livre et il m'a beaucoup touché. Voilà. La dernière fois, en live, tu parlais des émissions de télé-réalité. C'est quoi ton point de vue sur ça? Bon alors, moi je suis un fan de Koh-Lanta. J'aime Koh-Lanta, voilà. Je trouve ça sympa. Même si je trouve que, à force de rajouter... Je sais qu'il faut qu'il se passe des choses à la télévision et que tout est fake à la télé. Vous devez le savoir en fait. Moi j'ai travaillé sur des émissions de télé. Je vous jure que tout était monté à l'envers. On prenait des phrases d'une autre émission sur celle-ci pendant les plans de coupe. Enfin bref, j'ai compris à quel point cet univers est faux du début jusqu'à la fin. Okay, même parmi les émissions que vous aimez le plus, que ce soit Top Chef ou que ce soit Koh-Lanta ou ailleurs, bon, maintenant j'aime bien les épreuves sportives, j'aime bien que les personnes se dépassent. Et puis, j'ai observé que, en tout cas, la boîte de production avait bien fait ce qu'il fallait pour s'arranger qu'il y ait des choses qui se passent. Et la problématique des sociétés de télévision, c'est ça. C'est qu'il faut toujours qu'il se passe quelque chose à la télé. Et ça veut dire que, en fait, si on voit des gens qui sont sympathiques, gentils, qui se marrent ensemble, c'est sympa, mais ça n'arrangera personne. Il faut qu'il y ait des clashs, il faut qu'il y ait des insultes, il faut qu'il y ait des débordements. Je veux juste que vous sachiez que, par exemple, pour le premier Starac, les élèves de la Starac, en fait, n'étaient jamais en contact avec la lumière du jour, okay, et même la nuit, la lumière était très très forte, pour qu'on les oblige à stopper la fabrication de la mélatonine, et du coup, en fait, d'avoir un niveau de fatigue émotionnelle extrêmement élevé. Et la conséquence de ça, c'est que les personnes deviennent profondément nerveuses et pètent les plombs. Et ça, là, à la télé, ça passe bien. Donc, je sais pas, à part ce Koh-Lanta, je regarde jamais les télé-réalités. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer.
Je trouve ça même plutôt débilitant. Maintenant, je peux imaginer que pour certaines personnes, ça soit intéressant quand on a, tu sais, œuvré toute la journée, qu'on s'est concentré, qu'on a eu un boulot stressant, peut-être de relâcher un petit peu la pression en regardant des trucs un peu légers. Pourquoi pas. Donc je porte pas de jugement sur les gens qui regardent la télé. Moi, je pense que les émissions de télé-réalité, je les aime pas parce que c'est pas ma came. Mais je peux comprendre qu'on regarde ça et que ça peut aider certains. Et pour l'anecdote, mon épouse regardait la dernière fois les Marseillais et je la regardais et je me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi. Et elle m'a dit tu sais, je regarde cette émission de temps en temps, alors je regarde pas ça tous les jours, hein, mais parce qu'en fait ça me permet aussi d'être en contact avec le vocabulaire et les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'être détaché de ça. Et j'ai trouvé son argument intéressant. Parce que aussi dans la télé-réalité, on a aussi les besoins de toute notre société. Donc ne serait-ce que pour ça, ça peut être intéressant parfois de les regarder, mais en tout cas, je te recommande pas de passer tout ton temps devant. J'ai l'impression que tu bouges tout le temps entre Paris, Israël et le Canada. Où habites-tu vraiment? J'habite Israël, j'habite à Tel Aviv. C'est mon lieu de vie. J'essaye d'être maximum, alors je parle pas période de Covid, tout ça, hein, mais maximum, j'essaie d'être une semaine, 10 jours par mois maximum en dehors de mon pays. Pas plus. D'abord parce que j'aime bien mon chez-moi, j'aime bien la vie que j'ai organisée et structurée, ne serait-ce qu'à travers toutes mes routines. C'est aussi l'espace dans lequel je fabrique toutes les vidéos, pour YouTube notamment. Et voilà. Sinon, le Canada, j'y vais 2-3 fois par an, parfois 4. Et j'y vais pour des périodes un petit peu plus longues parce que juste pour aller de Tel Aviv à Montréal, c'est presque 16 heures pour moi de voyage, quoi. Donc c'est assez important. Et puis le retour en termes de décalage horaire, c'est vraiment une très grosse claque. Hein. À chaque fois, je mets une semaine pour m'en remettre. Donc voilà, donc je vis en Israël et je suis vraiment très 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 heureux là-bas. Et Israël, c'est tellement pas le pays. Alors je sais qu'en ce moment, avec le Corona, on a fait le plébiscite d'Israël. Pour la première fois, on parlait d'Israël en bien. Sinon, ce que je voyais dans les médias ne correspondait pas du tout à la vie que j'ai là-bas. La qualité de vie est juste fantastique. Le peuple israélien est un peuple incroyable. Les gens sont bien, il n'y a pas de violence là-bas, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... C'est vraiment un pays en termes de qualité de vie. Puis bon, allez, 300 jours de ciel bleu par an quand même. Voilà. Ça le fait surtout quand tu habites à 200 mètres de la mer. Voilà. Alors, Wicked, tu peux nous la montrer. Là, je peux pas te la montrer parce que je tourne actuellement cette vidéo à l'hôtel, pendant que je suis en train de donner une formation à Maastricht. Donc, je peux pas te la montrer. Mais elle est là, Kate. Elle est là tout le temps, là, ma grosse doudoune. Elle ne quitte pas ma vie. La seule différence avec Lou, c'est que Lou, elle est en dépendance affective totale avec moi. Je pense que Lou, elle n'a pas encore intégré que c'était plus ma fille que ma meuf, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, elle est extrêmement jalouse de tout le monde. Et Lou, elle est dépendante affective totale, elle le revendique, elle l'assume complètement, donc elle est tout le temps sur moi. Elle dort juste en dessous de moi. Si je me lève la nuit, parce que ça m'arrive la nuit de me lever, pour aller travailler ou lire, eh ben elle me suit, elle me lâche pas, elle me lâche jamais, Lou. Kate, elle t'aime à distance, c'est propre des Akita. Mais elle est tout le temps là et c'est aussi un des grands amours de ma vie. Es-tu maniaque, David? Par exemple, de la propreté, je me lave. Je suis pas un maniaque, non. Je suis un maniaque de rien du tout. J'aime les choses bien faites, quand je les fais, quand je travaille, quand je bosse, mais je suis pas à proprement parler un maniaque, vraiment pas. Parce que bah d'abord, c'est pas mon tempérament. Et puis si je l'étais, je serais très malheureux. Et je ferais tout pour ne plus le rester. Parce que les personnes maniaques souffrent beaucoup, en fait. Parce que l'objet de leur maniaquerie s'impose à eux tout au long de la journée. Et en fait, on sait que des personnes qui sont des personnes maniaques vivent une grande partie de leur temps dans des émotions qui ne sont pas obligatoirement agréables. Donc, par nature, j'aurais évité si j'avais été, mais je ne suis pas du tout. Voilà. Je suis plutôt assez cool, parfois trop. Peut-être que ma femme aimerait bien que je sois un peu plus maniaque quand je range mes affaires, je crois. Voilà. Mais ça reste entre nous. Notamment, vous savez, j'ai tout un espace avec tout mon matériel. Et moi, je garde beaucoup de choses. Donc, j'achète tout le temps du nouveau matériel pour que la qualité que je vous offre soit la plus top possible.
Donc voilà, peut-être que j'aurai intérêt de le devenir un peu plus. Voilà pour les questions du jour. Envoyez-moi d'autres questions sous cette vidéo et je ferai, une autre vidéo pour répondre à toutes vos questions. Ça marche? Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi. Je vous aime, passez un très 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 bon moment et je vous dis à très bientôt.